Bonsoir et bienvenue dans les bras de Morphée. Ce soir, nous plongeons dans les mystères de la Perse ancienne, avec un conte captivant, extrait d'un roman perse du XIVe siècle, intitulé « Le voyage des princes de Sarendip ». Avant de commencer, je tiens à avertir les auditeurs les plus sensibles que cette histoire aborde des sujets délicats, incluant la mort d'animaux, et des références à la prostitution. Le conte commence avec le roi Osiam, un souverain épris de savoir, qui un jour se voit apprendre par un philosophe l'art de la métempsychose, celui de transférer l'esprit d'un corps à l'autre. Mais, comme souvent dans les contes, avec un grand pouvoir vient une grande tentation. Ce conte nous emmène dans un monde où les frontières entre la vie et la mort, le bien et le mal, sont constamment remises en question. C'est une histoire qui explore les thèmes de la confiance, du pouvoir, de la loyauté et de l'identité, tout en nous rappelant que chaque action entraîne des conséquences souvent imprévisibles. Alors installez-vous confortablement et préparez-vous à être emporté dans un monde où la réalité est aussi fluide que l'esprit et où les décisions d'un instant peuvent changer le destin de tout un royaume. Voici pour vous les aventures du roi Osiam. Il y avait dans le pays de Beker un roi nommé Osiam, qui avait 4 femmes, l'une fille de son oncle, et les autres de 3 grands princes ses voisins. Comme il était savant, il aimait les gens de lettres, et lorsqu'il apprenait qu'il y en avait quelqu'un dans ces états, soit qu'il fût étranger ou de ses sujets, il le faisait venir à sa cour et l'engageait à y demeurer par de grosses pensions qu'il lui donnait. Cette générosité lui attirait toujours de beaux génies, avec lesquels il s'entretenait souvent de matières très curieuses. Un jour, comme il causait avec un philosophe qui passait pour fort habile, en parlant des secrets de la nature, ils tombèrent insensiblement sur les merveilles de la métempsychose. Le roi, qui doutait fort de cette transmigration des âmes, lui commanda de lui en dire son sentiment. Le philosophe, qui ne cherchait qu'à lui plaire, lui répondit « Seigneur, puisque vous m'ordonnez de vous déclarer là-dessus ce que je pense, je vais vous rapporter un exemple qui est plus fort que tous les raisonnements du monde. Et vous demeurerez d'accord que vous n'avez jamais rien vu de plus grand ni de plus surprenant. La passion de voyager, dit-il, m'ayant inspiré le dessein d'aller dans les régions occidentales, je partis avec un jeune homme très savant et très poli. Pendant le chemin, pour rendre notre voyage plus agréable, nous nous entretenions de diverses manières, et principalement des choses les plus remarquables de la nature. Dans le temps que nous causions ainsi, il me dit qu'il savait un phénomène qui surpassait tout ce qu'on voyait de plus extraordinaire. Ces paroles me surprirent
et comme je le priais de m'apprendre ce que c'était. « Je tuerai, reprit-il, tel animal qui me plaira. Et alors, m'approchant de son corps, après avoir proféré quelques mots, mon esprit y entrera et je lui redonnerai la vie. J'y resterai autant que je voudrais. Et, retournant à mon corps, il ressuscitera, et celui de cet animal tombera mort sur la place, sans jamais revenir en son premier état. » Cela me parut impossible. Et le jeune homme, voyant que je doutais de ce qu'il venait de me dire, en fit l'épreuve aussitôt. Je vous avoue, Seigneur, que je n'avais jamais rien vu de plus surprenant. Je lui ai fait 1000 caresses pour tâcher d'avoir son secret. Enfin, après m'avoir bien fait languir, il me l'a enseigné. Le roi Oziam, ne pouvant croire ce que ce philosophe lui racontait, l'interrompit en lui disant que cette histoire lui paraissait bien fabuleuse et qu'il craignait fort que son esprit n'eût été la dupe de ses yeux. Cependant, ajouta-t-il, si vous voulez me faire connaître que vous n'avez pas été trompé, faites-en l'épreuve en ma présence. Et si vous réussissez, je dirai que vous avez raison. Le philosophe, qui ne voulut point passer pour visionnaire et qui était assuré de son fait, demanda un animal. On lui apporta un moineau, et l'ayant entre les mains, il l'étrangla, le jeta à terre, et après avoir dit tout bas quelques paroles sur le moineau, il tomba mort, et le moineau reprenant vie, vola par la chambre où ils étaient. Quelque temps après, le moineau s'étant reposé sur le corps du philosophe et y ayant chanté agréablement, le philosophe ressuscita et le moineau demeura mort pour toujours. Le roi Oziam, surpris et charmé tout ensemble d'une si grande merveille, voulut en savoir le secret. Le philosophe, ne pouvant rien refuser à un prince qui était son bienfaiteur, le lui apprit. Il s'en servait très souvent, car se faisant apporter presque tous les jours quelque oiseau qu'il tuait, il passait avec son esprit dans le corps de l'oiseau, en laissant mort le sien sur la place. Et lorsque son esprit voulait retourner dans son propre corps, il ressuscitait et laissait mort celui de l'oiseau. Par cet art magique, le roi s'assurait de l'esprit de ses sujets. Il châtiait les méchants, récompensait les bons et tenait son royaume dans une douce et agréable tranquillité. Le vizir étant informé de toutes ces choses, et sachant l'amitié que ce prince lui portait, le pria avec beaucoup d'insistance de vouloir bien lui enseigner ce secret. Le roi, qui l'aimait, en considération des services qu'il en avait reçus, ne fit point de difficulté de le lui découvrir. Cet homme en fit l'expérience,
et voyant qu'elle avait réussi, il forma de grands desseins contre ce prince. Un jour, étant à la chasse avec lui, et s'étant tous deux écartés de leur compagnie, ils firent rencontre de 2 biches qu'ils tuèrent. Le vizir, voyant l'occasion favorable pour exécuter le dessein qu'il avait formé contre le roi, « Eh bien, Seigneur, lui dit-il, voulez-vous que nous entrions pour un moment avec notre esprit dans le corps de ces 2 biches? Nous irons nous promener sur ces belles collines, où nous aurons sans doute du plaisir. » « Oui, da, répondit ce prince, c'est fort bien pensé, et je vais commencer. En achevant ces mots, il descendit de son cheval, qu'il lia à un arbre, et alla sur une des bêtes mortes, où, ayant dit les paroles du secret, il passa avec son esprit dans la biche et laissa son corps mort. Le vizir, ayant vu cela, mit aussitôt pied à terre et, sans se mettre en peine de lier son cheval, alla sur le corps mort du roi. Après y avoir dit les paroles du secret, il laissa son corps mort étendu à terre et passa dans celui du roi. Alors, il monta sur le cheval de ce prince et s'en alla chercher sa suite. Mais, ne la trouvant point, il s'en retourna dans la ville avec le corps et la forme de ce prince. Quand il fut arrivé au palais, il demanda à ceux de sa chasse des nouvelles du vizir, et, comme on lui répondit qu'on ne l'avait pas vu, il feignit de croire que, s'étant écarté dans la forêt, quelques lions l'avaient dévoré, et affecta d'en être fort touché. Cette action était bien lâche, et, comme un crime ouvre souvent le pas à un autre, il arriva que ce misérable, étant en particulier avec 3 femmes de son maître, il eut encore l'insolence de vouloir connaître celle qui était la fille de son oncle. Mais, voyant qu'elle n'était pas caressée à la manière du roi, et sachant qu'il avait le secret de faire passer son esprit dans le corps mort de quelque animal, joint que, depuis la chasse, le vizir ne paraissait plus, elle se douta de la tromperie et du malheur qui était arrivé au roi son mari. C'est pourquoi, bien que le vizir eût le corps et la figure de ce prince, elle ne voulut plus lui permettre la moindre privauté, et, feignant de ne s'être point aperçue de cette tromperie, « Seigneur, lui dit-elle, j'ai eu la nuit passée un songe si terrible que le souvenir seul m'en fait horreur. Tout ce que je puis vous dire, c'est que je veux vivre dans la continence. Ainsi, je vous supplie de ne point m'approcher. Et si vous le faites, je me donnerai plutôt la mort que de consentir à vos désirs. » Le faux roi eut un sensible chagrin de ces paroles, parce qu'il aimait passionnément cette princesse, qui était d'une beauté charmante. Comme il ne voulait point lui déplaire,
il résolut de ne plus la voir qu'en compagnie et de lui marquer toujours beaucoup de considération. Il espérait par ce moyen de fléchir sa rigueur, ou du moins de lui donner des bornes pour qu'elle n'allât pas plus loin. Les coupables, quelque autorité qu'ils aient, sont toujours dans la crainte. Le crime poursuit partout le criminel, et sa conscience en est le bourreau. C'est pourquoi ce prétendu roi tâchait non seulement de se faire aimer de cette princesse, mais encore de tout le monde. Et, par un aveuglement extrême, tout le monde s'efforçait à lui donner des marques de son zèle et de son amour. C'étaient tous les jours de nouveaux plaisirs qu'on lui offrait et des hommages qu'on lui rendait, dont il témoignait beaucoup de reconnaissance par les gratifications qu'il faisait, suivant le mérite et la qualité de chacun. Pendant qu'il goûtait ainsi les douceurs de son usurpation, le véritable roi, qui était métamorphosé en biche, souffrait tous les maux imaginables. Il était continuellement persécuté par les daims, par les cerfs et par tous les animaux les plus cruels qui le mordaient et le battaient toujours. Là, et rebuté d'un état si malheureux et si indigne de son mérite, il fuyait sans cesse la compagnie des autres animaux. Un jour, se promenant seul dans une plaine, il trouva un perroquet qui était mort, et s'imaginant de mener une vie plus tranquille, s'il entrait avec son esprit dans le corps de cet animal. Il prononça les paroles du secret, et aussitôt, laissant le corps de la biche mort par terre, il devint perroquet. Cette transformation lui fit plaisir, et comme il voltigeait d'un côté et d'autre, il aperçut un oiseleur de sa ville capitale qui tendait des filets pour prendre des oiseaux. Cette vue lui donna de la joie, et, se figurant que, s'il se laissait prendre, cet homme pourrait le rétablir dans son premier état, il donna aussitôt dans les filets et fut pris avec plusieurs autres oiseaux. À peine l'oiseleur eut fait cette capture, qu'il la mit dans une grande cage et retourna derechef tendre ses filets. Le perroquet, qui avait assurément plus d'esprit que tous les autres oiseaux du monde, fit en sorte, avec son bec, de tirer une petite cheville qui fermait la porte de la cage, et, l'ayant ouverte, il donna la liberté aux prisonniers qui s'envolèrent promptement. Quant à lui, il resta seul dans la cage, s'abandonnant entièrement à sa destinée. Quelque temps après, l'oiseleur étant retourné à sa cage, fut fort surpris de la fuite de ses oiseaux et, voulant refermer la cage de crainte que le perroquet ne s'envolât, celui-ci l'assura de sa fidélité par le langage agréable qu'il lui tint.
Cet homme en fut fort étonné, ne pouvant s'imaginer qu'un perroquet nouvellement pris sût si bien raisonner. Cela le consola de la perte de ses autres oiseaux, et il se flatta de l'espérance de faire sa fortune par le moyen de ce perroquet. C'est pourquoi il borna là toute sa chasse et reprit ses filets pour s'en retourner chez lui à la ville. Pendant le chemin, il s'entretenait avec son perroquet, qui lui répondait toujours fort spirituellement. Lorsqu'il fut arrivé dans la ville, il passa dans une grande place, où il rencontra plusieurs de ses amis, avec lesquels il s'arrêta pour leur faire voir l'aimable capture qu'il avait faite. Dans ce temps, il s'éleva un grand bruit à quelques pas de là. Le perroquet en voulut savoir la cause. L'oiseleur, s'en étant informé, lui dit que c'était une courtisane qui, ayant songé la nuit précédente qu'elle l'avait passée avec un jeune cavalier de la ville, lui demandait 100 écus, disant qu'elle n'a jamais eu de commerce avec personne pour un si bas prix. Mais le cavalier, qui n'est pas dupe, se moque de la courtisane et de sa demande. Cependant, malgré tout cela, elle le retient par ses habits et veut absolument être payée. Voilà le sujet de ce vacarme. Le perroquet, ayant entendu ce rapport, dit à son maître que, si on voulait les lui faire venir, il les mettrait bientôt d'accord. L'oiseleur, connaissant l'esprit de son perroquet, laissa pour un moment la cage entre les mains d'un de ses amis et courut vers les personnes qui disputaient. Il les aborda avec des paroles fort honnêtes et, ayant pris le cavalier et la courtisane par la main, il les mena devant son perroquet. Alors, cet homme leur dit que s'il voulait s'en rapporter à cet animal, il rendrait un jugement dont il n'aurait pas lieu de se plaindre. Cette proposition fit rire la compagnie, qui ne pouvait croire que ce perroquet pût faire ce que son maître avait avancé. Cependant, le cavalier, curieux de voir ce miracle, se tourna du côté de la courtisane et lui dit : « Si vous voulez vous en rapporter à ce que cet animal ordonnera, j'y souscrirai volontiers. » La courtisane, qui n'était pas moins curieuse que le cavalier, y consentit. Ils s'approchèrent du perroquet, lequel, après avoir entendu toutes leurs raisons, demanda une table et un grand miroir. On les lui apporta et, ayant fait poser devant sa cage le miroir sur la table, il dit au cavalier de compter sur cette table les 100 écus que la courtisane lui demandait. Si ces paroles donnèrent de la joie à cette créature, dans l'espérance d'avoir cette somme, elles ne causèrent pas moins de chagrin au cavalier, dans la crainte de perdre son argent. Mais il arriva tout le contraire, car le perroquet, adressant la parole à la courtisane, « Ne touchez pas, madame, lui dit-il, aux 100 écus qui sont sur la table. Prenez seulement ceux que l'on voit dans le miroir,
Comme vous n'avez eu affaire avec ce cavalier qu'en songe, il est juste que la récompense que vous en demandez soit semblable à un songe. La compagnie, qui avait été témoin de ce jugement, en fut extrêmement surprise. Elle ne pouvait croire qu'un animal dépourvu de raison eût prononcé une sentence si judicieuse. Cela s'étant répandu par toute la ville, parvint jusqu'aux oreilles de la reine, qui, s'imaginant que l'esprit du roi son mari avait passé dans le corps de cet animal, fit venir aussitôt l'oiseleur avec le perroquet. Quand l'un et l'autre furent en sa présence, elle interrogea cet homme sur la capture et la vertu de cet animal. Il lui en rendit un compte fidèle, et elle lui dit que s'il voulait le lui vendre, elle le mettrait en état de n'avoir plus besoin d'aller chercher des oiseaux pour gagner sa vie, et qu'enfin elle lui ferait sa fortune. L'oiseleur lui répondit que le maître et le perroquet étaient à son service, qu'il ne demandait point d'autre récompense que de lui en faire le don, et qu'il préférerait cet avantage à toutes les richesses du monde. La reine, surprise de voir tant de noblesse et de générosité dans un homme d'une si basse extraction, accepta son présent et lui donna une pension considérable pour vivre honorablement le reste de ses jours. Comme la cage du perroquet était des plus communes, cette princesse lui en fit faire une des plus belles. Elle était d'écailles de tortue, et sa garniture et ses auges étaient d'or. Elle la fit couvrir d'un pavillon de drap d'or, doublé de velours, afin de tenir plus chaudement la nuit. Et pour empêcher qu'il ne s'ennuyât, elle le fit mettre dans un grand cabinet, dont la muraille était revêtue de miroirs, en sorte qu'il ne pouvait s'y regarder sans voir qu'il n'était pas seul. Le plancher et le plafond de ce cabinet représentaient des arbres, des fleurs et des fruits, qui étaient autant d'objets capables de réjouir la vue du perroquet. Elle prit elle-même le soin de le servir et de lui donner les choses les plus exquises pour le faire vivre avec plus d'agrément. Non contente de tous les plaisirs qu'elle lui procurait, elle y joignit encore celui de la musique. Elle faisait venir, toutes les après-dîners, des voix plus douces que celles des sirènes, qui, mariant leur chant au son de plusieurs instruments harmonieux, formaient un concert qui enlevait les cœurs et qui à peine permettait de respirer, de crainte de troubler une si charmante mélodie. Ô trop aimable perroquet, que vous êtes heureux dans votre malheur, et que l'état où vous êtes présentement est bien différent de celui où votre esprit était dans le corps d'une biche. Réjouissez-vous, votre bonheur augmentera, et les dieux, sensibles à votre mérite, vous rendront bientôt votre liberté et votre royaume. Si le souvenir des maux est agréable quand on est délivré,
quelle joie n'aurez-vous point quand, au milieu de votre triomphe, vous repasserez dans votre mémoire les peines et les outrages que vous avez soufferts. Les mots ne sont plus rien quand le plaisir leur succède, et le plaisir n'est jamais plus grand que lorsqu'il succède aux mots. Voilà ce que produisent les mots et les plaisirs. Mais c'est assez moralisé sur ce sujet. Retournons à la reine et disons que l'attachement qu'elle avait pour son perroquet ne se peut exprimer. Elle n'était occupée que du soin de lui plaire et de lui donner à tout moment des marques de sa tendresse. Le perroquet en était d'autant plus ravi qu'il voyait que, depuis près de 2 ans qu'il était avec cette princesse, le faux roi n'avait eu aucun commerce particulier avec elle. Il jugeait de là qu'il fallait que ce perfide n'en fût pas bien reçu, et qu'elle conservait toujours dans son cœur le feu sacré qu'elle avait promis à son mari. Comme il raisonnait un matin avec elle, et qu'il lui disait des choses toutes pleines d'esprit. « En vérité, perroquet mignon, lui dit-elle, vous parlez tous les jours avec tant de jugement et de prudence que je ne puis m'imaginer que vous soyez un animal irraisonnable. Je croirais plutôt que vous avez l'esprit de quelque grand personnage et que, par l'art nigromantique, on vous a métamorphosé en perroquet. C'est pourquoi je vous prie instamment de vouloir m'éclairer là-dessus. » Le perroquet, ne pouvant plus se cacher à l'amour que la reine avait pour lui, ni dissimuler celui qu'il avait pour elle, fit un grand soupir et lui conta la perfidie de son indigne vizir. Cette princesse, les larmes aux yeux, lui répondit qu'elle en avait déjà eu quelques soupçons, par les manières grossières dont il s'était servi auprès d'elle pour s'en faire aimer. Mais qu'elle l'avait toujours rebuté, et même qu'elle lui avait dit qu'elle aimerait mieux se donner la mort que de souffrir qu'il la touchât. « J'en suis très persuadé, madame, » répondit le perroquet. « Je connais la bonté de votre cœur et la délicatesse de votre esprit. Je sais que rien au monde ne serait capable de faire la moindre brèche à votre vertu, et que l'amour que vous m'avez toujours témoigné est inviolable. Mais ce n'est pas assez. Il faut tâcher de retourner à mon premier état, et, par ce moyen, nous pourrons tirer vengeance de ce traître qui en a si mal usé à mon égard. » La princesse, ravie de ce dessein, lui demanda ce qu'il fallait faire. « C'est, répondit-il, de flatter la passion de ce misérable, de l'espérance de vous posséder. Comme il a bonne opinion de lui, il vous croira facilement. Il voudra même prendre quelque privauté avec vous. Et alors, vous lui direz que vous êtes la plus malheureuse du monde. Qu'il est vrai que vous l'aimez tendrement, mais que le soupçon qu'on vous a donné que son esprit avait passé dans le corps de votre mari et le sien dans celui d'un animal était la cause que vous n'aviez pas répondu à ses caresses.
comme il souhaite ardemment de se faire aimer de vous et de vous faire connaître qu'il est le véritable roi, il ne manquera pas de faire passer son esprit dans le corps de quelque animal mort, et par là, il donnera l'occasion de nous venger de lui. Car aussitôt qu'il aura fait cette transformation, vous m'ouvrirez la porte de la cage et, volant sur mon corps, mon esprit y rentrera. Je recouvrerai par ce moyen mon premier état, et ensuite nous mènerons une vie aussi douce et aussi tranquille qu'elle a été traversée. La reine, charmée d'une espérance aussi flatteuse, ne souhaitait plus que de la voir accomplie. Les dieux lui en fournirent bientôt une occasion favorable. Le faux roi étant entré le soir dans la chambre de cette princesse, où elle était seule, et lui disant plusieurs choses agréables, elle feignit de les écouter avec plaisir. Et ensuite, prenant un air sérieux, elle lui fit connaître que, sans le doute où elle était qu'il fût son mari, elle n'aurait pas été si longtemps sans lui donner des marques de son amour. Qu'ainsi, elle le priait de la tirer de peine et de croire qu'elle lui en serait obligée toute sa vie. Comme ce fourbe ne désirait rien tant que de posséder les bonnes grâces de la reine, « En vérité, madame, lui dit-il, vous avez grand tort d'avoir gardé si longtemps un soupçon si injuste et si injurieux à ma gloire. Si vous m'en aviez témoigné la moindre chose, je vous aurais sur le champ tiré d'erreur. Et pour vous montrer que je ne dis rien que je ne fasse, faites-moi apporter une poule, et vous verrez que votre soupçon est très mal fondé. » On apporte la poule dans la chambre, et après avoir fait retirer celui qui l'avait apporté, ils s'enfermèrent dans le cabinet du perroquet, qui était près de cette chambre. Alors, le faux roi prit la poule, l'étrangla, et ayant dit avec un air assuré les paroles nigromatiques sur elle, il fit passer son esprit dans le corps de cette poule. La reine, voyant cela, ouvrit la porte de la cage, et le perroquet volant sur le corps du roi y passa avec son esprit par la vertu des paroles du secret, et le perroquet resta mort sur la place. Cette princesse répandit des larmes de joie de voir son mari dans son état naturel. Ils s'embrassèrent avec beaucoup de tendresse. Ensuite, le roi prit la poule, qui voyait bien son malheur, lui coupa la tête et la jeta dans le feu. Personne ne s'aperçut de toutes ces choses, et on dit que le perroquet était mort. Le lendemain, on fit de grandes réjouissances pour les dames et les seigneurs de la cour. Ce ne fut pendant 8 jours que bals, que festins, que tournois, que courses de bagues et de têtes, que combats de barrières et de chariots. Après toutes ces fêtes, le roi congédia ses 3 autres femmes, qui avaient eu trop de complaisance pour l'usurpateur, et garda seulement celle-ci, qui était la fille de son oncle, laquelle avait toujours conservé pour son mari beaucoup d'amour
et de respect. Dans ce temps, ce prince rendit un jugement fort juste et fort remarquable, touchant une affaire plaisante qui fut portée devant lui. Un jeune homme, amoureux d'une courtisane nommée Thonis, fut longtemps à la marchander inutilement. La belle se mettait à un si haut prix que l'amant, n'y pouvant atteindre, n'en sut obtenir les bonnes grâces. Une rigueur semblable, et dont il n'y avait peut-être point encore d'exemple, devait l'obliger à fuir. La violence néanmoins de son amour ne lui permit pas de s'éloigner, et il resta quelque temps auprès d'elle, pour avoir du moins le plaisir de la voir. L'idée de cette femme occupait tellement son imagination qu'une nuit, il en rêva. Mais si heureusement qu'à son réveil, il se trouva délivré de ses peines et de ses désirs. Il ne put taire le songe qui lui avait rendu un si bon office, ni retenir la joie qu'il avait ressentie de se trouver libre et satisfait. Dès qu'il vit la belle, il lui conta la bonne fortune que le dieu du sommeil lui avait procurée. Il lui protesta en même temps de ne la plus importuner. Thonis, surprise et chagrine de ce procédé, résolut d'en avoir raison. Elle n'avait pas accoutumé de laisser échapper un amant sans en tirer quelque avantage proportionné à ce qu'elle se croyait de mérite. L'aventure secrète du jeune homme lui donna encore meilleure opinion d'elle-même. Dans la pensée que des attraits aussi agissants que les siens méritaient une reconnaissance, elle crut que tout le monde lui ferait justice là-dessus. Ce fut au roi même à qui elle s'adressa, et se plaignit qu'un homme, qui avait eu à son sujet quelques heureux moments, refusait de payer à ses charmes le tribut qui leur était dû. Ce prince écouta la belle avec gravité, et se souvenant du jugement qu'il avait rendu dans le temps qu'il était perroquet, il fit venir l'amant et lui ordonna d'apporter dans un vase la somme que Thonis demandait. L'ordre ayant été exécuté, le roi dit à la belle de repaître son imagination de l'argent qu'on remet devant elle et de s'en contenter, comme le jeune homme l'avait été de ses appas par la même voie.